efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de troisième mi-temps. Un seul thème a été retenu pour cette émission, handball, le tirage au sort de la 37e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions s'est déroulé ici même à Abidjan, au siège de la Confédération africaine de handball. Désormais, les deux clubs ivoiriens, les deux représentants, la Société omnisport de l'armée chez les hommes et l'Africa Sport Handam connaissent leurs adversaires. Pour parler de ce sujet, nous avons fait venir un expert. Il est également manager de la Fédération ivoirienne de handball, M. Paul Blesson. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à vous, Tchétché Aimé. Bonsoir Sébastien. Koulibaly Seydou. Bonsoir. Et Serge Dakouri. Bonsoir. Messieurs, nous allons tout de suite commencer avec ce sujet qui concerne donc le handball, ce tirage au sort. Est-ce que pour vous, il y a des chances pour nos deux représentants? Paul Blesson. Oui, évidemment, il y a des chances pour nos deux représentants. Je pense que l'Africa, et ça va être beaucoup plus facile, mais là, avec un petit effort, je pense que cela est possible. Tchétché. Oui, les chances réelles de qualification pour nos équipes existent, hein, notamment pour l'Africa qui est logé dans cette poule A, et puis le Petro, la SOA qui aura fort à faire, mais dont les chances existent réellement. Koulibaly Seydou, pas d'inquiétude à votre niveau? Non, je pense que ce soit l'Africa ou la SOA, je pense que ces deux équipes doivent pouvoir sortir des poules. Et puis maintenant, à partir des quarts de finale, je pense que ça va être l'épreuve de vérité. Serge Dakouri. Je pense que les chances sont réelles véritablement pour l'Africa, mais pour la SOA, honnêtement, ça va être difficile. Alors, si ça doit être difficile ou ça ne doit pas être difficile, eh bien, nous allons en parler maintenant pour voir pourquoi ça va être difficile et pourquoi ça ne sera pas également difficile. L'Africa Sport d'Abidjan est donc logé dans ce groupe A avec des équipes qui, en tout cas, il faut faire très attention, Petro d'Angola, FAP du Cameroun, Phoenix du Gabon et puis Nairobi Water. Tchétché Aimé, je vais commencer avec vous tout de suite. Pourquoi il peut exister des chances? Oui, parce que l'Africa est un club habitué, hein, nos dames sont habituées à ces joutes africaines. Et dernièrement, où elles étaient au Gabon, elles ont affronté le FAP du Cameroun et le Phoenix qu'elles ont battu, le Phoenix en quart de finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Elles les ont battues en quart de finale avant de rencontrer le FAP en demi-finale qu'elles ont battu au prix d'un match extraordinaire où il y a eu 2 prolongations avant de se terminer par les tirs au but. Et donc les Aiglones, à mon avis, ont de très très fortes chances de sortir, pour sortir de cette poule A, où il y a quand même le Petro Atlético d'Angola. Koulibaly Seydou. Oui, je pense qu'il y aura des chances pour l'Africa Sport. Même si, quand on regarde les noms Petro, FAP, Phoenix, Water, on s'est dit qu'il y a des grands noms. Parce qu'il faut quand même souligner que le Petro, c'est quand même 18 champions d'Afrique, 18 fois champion d'Afrique. C'est 16 super coupes d'Afrique. Donc, c'est quand même un palmarès qui est lourd. Et puis, l'Africa aussi a un palmarès qui est assez grand avec pratiquement 9 coupes de coupes. Et puis, 3 titres de champion d'Afrique. Je pense que c'est 2 gros poids lourds. Et dans cette poule-là, je pense que ce soit le Petro ou l'Africa, ce sont les 2 équipes qui sont vraiment les mieux outillées pour pouvoir sortir de cette poule. Mais il faudra se méfier quand même du FAP et surtout de Nairobi Waters qui arrivent sur la scène africaine avec beaucoup plus d'ambition. Essaye d'accorder. Écoutez, je pense quand même que l'Africa nous a montré de très belles choses en Coupe d'Afrique. C'est l'une des équipes qui a un président qui met beaucoup de moyens et est habitué aux joutes africaines. La dernière prestation de l'Africa l'a amené en finale. C'est vrai que l'Africa s'est renforcée avec des joueuses, mais je veux dire que l'Africa est une habituée des coupes africaines. Et donc l'Africa a déjà rencontré ces équipes qui sont logées dans la même poule qu'elle, que ce soit les forces armées de police du Cameroun, tout comme Nairobi Waters et aussi l'équipe de Petro Atlético. Je pense que l'équipe avec Toali Julie, qui est la capitaine, qui a beaucoup d'expérience, peut conduire à bon port cette équipe de l'Africa, compte tenu du vécu, de l'expérience que l'Africa a à ce niveau de la compétition.
Alors maintenant, on revient à vous, hein, Paul Blesson. Qu'est-ce qui peut être à l'avantage de l'équipe de l'Africa Sport? Et puis, qu'est-ce qui peut poser problème à cette équipe de l'Africa? Oui, là, moi je pense que l'analyse qui a été faite par tout le monde ici rejoint parfaitement, elle a dit quoi, les chances réelles de l'Africa aujourd'hui. Parce que si on prend référence sur la dernière compétition, l'Africa a terminé deuxième de la Coupe d'Afrique et c'est exactement les mêmes poules qui étaient à Libreville. Et quand vous regardez la formule des compétitions, donc au niveau des dames, vous aviez 2 poules de 5, il vous suffit tout simplement d'être 4e pour pouvoir aller au deuxième tour. Donc je pense honnêtement que là, quand on regarde la configuration de la poule de l'Africa, l'Africa a toutes les chances donc d'aller au deuxième tour. Et techniquement, qu'est-ce qui peut donc faire la différence au niveau de l'Africa, techniquement? Oui, mais la différence, c'est d'abord la richesse de l'effectif, le travail qui a été fait et l'expérience, comme a dit tout à l'heure Dakouri. Donc, cette équipe-là n'a pas voulu être déclassée. Hein. Vous savez, même dans les moments difficiles, l'Africa Sport a été toujours en compétition et cela lui donne cette expérience d'être toujours au niveau donc, de la compétition, avoir des repères récents. Et ça, c'est une chance. Est-ce que l'essentiel, c'est de chercher à se qualifier ou bien se dire qu'il faut que je termine soit à la première place, à la deuxième place pour éviter de tomber en quart de finale si un costaud? Ah non, il faut chercher à être le mieux classé possible en poule, parce que le croisement des quarts de finale, on le connaît également. Si vous vous classez effectivement si tu veux, la dernière place des qualifications, vous allez rencontrer le premier de la poule opposée. Donc tout le monde joue la carte. C'est une compétition où la tactique elle est de mise. Hein. Il faut toujours regarder de l'autre côté pour voir comment le croisement va se faire et être dans les meilleures conditions. Alors, on va parler tout de suite avec l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Il s'agit donc de Koné Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Koné Philippe, est-ce que l'Africa a des chances pour passer le deuxième tour, hein? Oui, je pense que là, il a dit tout à l'heure M. Paul Blesson, qui est un technicien avéré, qui n'est pas présenté au public du journal. Nous avons Kramano, c'est déjà une poule dans laquelle nous nous sommes retrouvés lors de la dernière compétition. Alors, je vais dire, comparer n'est pas une raison, mais nous repartons encore à la conquête, n'est-ce pas, du rang que nous avons occupé à Libreville. Et là, nous nous donnons les moyens de travail nécessaires. Donc, là, avec M. Paul Blesson, qui essaie de nous recadrer dans le travail. Sans oublier M. Goura Paul, n'est-ce pas, qui est aussi un dirigeant avéré et qui n'est plus à présenter, qui nous ramène tout de suite dans un travail, j'allais dire, bien relevé, parce que quand l'équipe n'est pas à la hauteur de ce que les dirigeants espèrent, alors on nous ramène tout de suite à l'ordre pour mettre un peu plus de rigueur. Alors à ce moment, c'est ce que nous faisons. Et nous repartons vraiment avec cette poule. Je pense que nous avons notre chance. Si le travail que nous avons commencé se poursuit, il y a des fortes chances que nous puissions aller au deuxième tour. Alors, Koné Philippe, il y a eu quand même une petite trêve au niveau du championnat. Est-ce que ça ne va pas vous poser quelques difficultés? Mais non, je pense que les matchs du championnat déjà sont les bienvenus. Parce que le groupe était scindé en deux. Une partie qui était déjà en national pour les Jeux africains à Brazzaville. Alors, l'équipe s'est réunifiée, tout le monde est présent et nous travaillons d'arrache-pied. Nous pensons que nous avons notre mot à dire dans cette compétition. Alors, quels sont vos objectifs dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Monter sur la plus haute marche, vous terminez à la première place? Écoutez, nous avons vu un peu notre adversaire, notre potentiel adversaire évoluer pendant plusieurs compétitions, qui est en l'occurrence le Petro. Et nous essayons de travailler dans ce sens-là pour quand même relever ce défi-là. Et je pense que nous avons les moyens. Comme je l'ai dit ici, le travail est toujours rigolo comme on a commencé. Je pense que nous avons notre mot à dire. Et on va se battre, mais pas en descendre, n'est-ce pas, du rang que nous avons occupé à Libreville. Donc ça veut dire que soit on garde le même rang ou alors on monte carrément sur la première marche du podium. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Koné Philippe. Vous êtes donc l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan au niveau donc de handball. Paul Blesson,
il y a donc cet arrêt quand même du championnat. Est-ce que ça ne va pas poser quelques soucis? Non, le championnat, effectivement, a connu une trêve parce qu'il y avait donc les phases finales des Jeux africains. Donc, l'Africa a donné 6 joueuses dans cet effectif de l'équipe nationale et le reste donc de l'effectif a continué de travailler lorsque les autres étaient à Brazzaville. Vous saviez, comme a dit tout à l'heure M. Dakouri, le président de l'Africa était un monsieur très averti et donc il n'a pas voulu casser donc le rythme de forme donc de ces joueuses. Et il a continué donc à travailler. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 semaines que les équipes sont revenues donc de Brazzaville. Le travail a continué et surtout avec l'échéance de la Coupe d'Afrique. Donc une planification a été faite et que nous suivons moi-même un peu avec l'Africa parce que j'étais technique là-bas. Donc nous travaillons depuis 2 semaines. Je pense que nous avons retrouvé l'homogénéité donc de cet effectif. Alors, messieurs, on va parler donc de la poule B au niveau des dames. Il y a Primeiro Angola, Abo Sport du Congo, HC Héritage du Congo démocratique, et puis Al Ahly Égypte et Topline du Nigeria. Alors, messieurs, qui vous voyez dans ce groupe? Est-ce que vous pensez que Al Ahly peut se qualifier? Ou ça va être difficile? Oui, mais il y a d'abord le Primeiro de Agosto d'Angola, détentrice de... Qu'on ne touche pas. Hein? Qu'on ne touche pas, voilà, ça c'est le gros du groupe. Et puis il y a Al Ahly d'Égypte qui est, ma foi, une très bonne équipe aussi. Mais il y a surtout des équipes comme les Nigérianes, le Top Line, qui peuvent créer la grosse surprise en supplantant les Égyptiennes. Ce sont des équipes jeunes, hein, Koulibaly Seydou? Oui, des équipes jeunes, mais il y a le Primeiro qui est vraiment, comme on peut dire, la tête de proue de cette poule. Voilà, on peut dire que c'est le hors-gabarit de cette poule B-là, de par son passé, de par son palmarès. Et puis, on sait, quand on était aux Jeux africains, on a vu le Primeiro donne pratiquement la moitié de l'effectif avec le Petro. C'est les 2 équipes pratiquement qui font la sélection angolaise. Et quand on a vu cette sélection angolaise jouer, on s'est dit, bon, ça va être très très difficile pour les autres équipes. C'est vrai qu'il y a Top Line du Nigeria qui arrive avec beaucoup d'ambition, mais il faudra compter aussi sur les 2 équipes congolaises. Je pense que ce qu'on a vu pratiquement pendant les Jeux africains, on a vu des équipes congolaises assez jeunes, mais qui pratiquent un très bon handball et qui sont des équipes d'avenir. Surtout surtout du côté de la République démocratique du Congo. Je pense qu'ils ont une très belle équipe. Et quand on m'a dit que c'est Héritage qui fournissait pratiquement la moitié de l'effectif de cette équipe-là, je pense qu'il faudra compter avec cette équipe. C'est Dakouri. Oui, quand vous regardez cette équipe, le Primeiro qui fournit l'équipe nationale, le statut de l'équipe nationale, est déjà au moins en Coupe d'Afrique des Nations à 11 titres continentaux. 11 titres pour la nation d'Angola, sans oublier que cette équipe forme l'équipe nationale. 11 titres et aux Jeux africains, ils sont à 6 titres obtenus. Donc cela vous dit une fois de plus que c'est une montagne pratiquement insurmontable. La deuxième équipe qui peut être la favorite après, c'est Al Ahly d'Égypte. C'est vrai que des troupes faites peuvent arriver de RD Congo avec Héritage et même le Top Line du Nigeria, mais la hiérarchie, elle est là, elle est bien préétablie. Il y a d'abord les Angolais, ensuite les Égyptiens et par la suite les troupes faites. Pour moi, il n'y a pas photo quand vous regardez un peu cette poule. Primeiro part largement favori, ensuite Al Ahly et les autres troupes faites par la suite. Paul Blesson, vous avez donc cette poule devant vous. Vous vous dites qu'en dehors de l'équipe de Primeiro, qui peut se qualifier? Non, contrairement à la poule A où nous avons un Cendrillon qui est Nairobi, et nous avons la poule B où, à part donc Primeiro, les 4 autres équipes se tiennent. Et il faut faire attention, l'équipe du Congo, Abo Sport, qui sort 3e du dernier championnat des clubs à Libreville. L'équipe Héritage, qui donne également plus de la moitié de son effectif à l'équipe nationale. Et puis, j'allais dire quoi, Al Ahly,
Bon, de tradition, les équipes du Maghreb, les équipes féminines du Maghreb ne sont pas des foot de guerre. On connaît, c'est un perpétuel recommencement. Et nous savons pourquoi. Et puis bon, Top Line du Nigeria, c'est une équipe qui arrive, qui a quitté un peu les compétitions il y a un certain temps. Donc, à part donc Primero de Agosto, vous avez 4 équipes qui se tiennent. Bon, bien malin dira celui qui va tomber, c'est l'équipe qui va tomber, donc après le premier tour. Tchétchémé, avec vous, on va parler maintenant de l'équipe de l'Africa, de la Société Omnisport de l'armée, la SOA, dans le groupe D. Dans ce groupe, la SOA aura donc JSK, ensuite Alexandria, Elal Athlétique, c'est l'équipe qui reçoit donc ce championnat d'Afrique, et puis AC Police. Est-ce que ça va être facile pour vous, pour cette équipe de la Société Omnisport de l'armée? Oh, la SOA a beaucoup de chance. La SOA peut avoir beaucoup de chance pour sortir d'abord du lot, du groupe, parce que ici, en Côte d'Ivoire, elle fait partie des équipes fortes, avec son Sporting Partner, qui lui sert de Sporting Partner en général. Le Resta est une très grosse équipe, une équipe qui aurait pu être à cette compétition. Mais la SOA a ses chances. Le plus important sera d'avoir le moral et l'esprit de combativité pour pouvoir arriver à la hauteur de Alexandria, par exemple, l'équipe d'Égypte. Ce sont des gros professionnels là-bas. On sait que les pays maghrébins ont la culture des clubs omnisports et donc ils donnent tous les moyens, etc., pour pouvoir arriver très loin dans ces grandes compétitions. Le problème avec la SOA sera, est-ce que la SOA sera prête le jour J? Est-ce que la SOA sera prête le jour J? À mon avis, oui. Parce que le championnat vient de reprendre après la trêve due aux Jeux africains. Eh bien, avec les différents matchs qu'ils auront face au Resta et les autres équipes, la SOA peut s'en sortir. Lycée Dakouri, votre réaction sur cette poule D? Où évolue donc la SOA? Je vais être honnête avec les téléspectateurs. Pour moi, les chances de la SOA sont minces. Voilà une équipe qui n'a pas eu les moyens souvent de se confronter à l'échelon continental. Rappelez-vous que c'est l'Africa seule, grâce aux moyens de Paul Gaugois, qui se déplaçait souvent pour les compétitions internationales. La SOA a des moyens limités. Quand vous regardez l'équipe en face, il y a 3 équipes maghrébines qui sont des équipes professionnelles avec des moyens illimités. La SOA, localement, n'a pas assez de moyens et n'est pas confrontée aux joutes continentales. La preuve, si ce n'est que les Jeux africains, peu de joueurs de la SOA ont voyagé depuis pratiquement 5 ans. Alors, quand vous n'avez pas tutoyé le haut niveau, il est impossible, à un moment donné, d'être dans le rythme. Heureusement que les Jeux africains sont venus sauver un peu la face. Remarquez que l'équipe de Côte d'Ivoire en hommes a été repêchée. Alors qu'en dames, notre équipe a été compétitive et s'est qualifiée brillamment pour aller aux Jeux africains. Donc, je veux dire qu'il y a un handicap au niveau du vécu et de l'expérience. C'est je crois le contraire. C'est le contraire. Non, je veux parler, c'est le contraire. Les Jeux africains. Les Jeux africains. Ouais. Mais je veux dire, quand vous regardez l'effectif de la SOA, il n'y a pas longtemps, elle ne voyage pas souvent. Elle n'a pas goûté aux joutes continentales en club, et donc ça va être un handicap face à des grosses équipes maghrébines, professionnelles jusqu'au bout des ongles, et qui ont des moyens illimités. Pour moi, les chances de la SOA, honnêtement, sont minces. Koulibaly Seydou? Oui, je pense que les chances de la SOA existent quand même. Parce qu'au vu de ce que j'ai pu constater pendant les Jeux africains à Brazzaville, j'ai vu une équipe nationale de Côte d'Ivoire jeune, une jeune équipe, et j'étais fort agréablement surpris de voir le handball qu'ils ont pratiqué. C'est vrai qu'elle a terminé 7e au classement général, mais c'est une équipe, selon les experts, qui a produit un des plus beaux handballs. Ça, c'est un. Et puis, il faut dire que c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. C'est vrai que la SOA n'a pas été souvent... n'est pas souvent sortie pour aller dans les compétitions internationales, mais là, elle a quand même des réelles chances. Parce que, par exemple, la JSK vient de déclarer forfait. Elle ne sera pas à cette compétition pour des problèmes politiques sur lesquels nous n'allons pas revenir ici sur les antennes. Elle a déposé un recours pour dire qu'elle n'allait pas passer à la compétition. Et je pense que la CAF va recevoir le forfait du club algérien. Donc, ils vont se retrouver à 4 déjà dans la poule. Et je pense que même si Alexandria, mis à part Alexandria, à mon avis, qui est peut-être la grosse écurie, je pense que les autres, que ce soit
le Hilal Athletic ou bien le qui reçoit AC. la compétition. Oui, même qui reçoit la compétition. Même s'ils reçoivent la compétition, ça ne veut pas dire qu'ils ont pratiquement un meilleur handball que Alexandria. Donc je pense qu'entre les autres, ça va pouvoir se jouer. Et cette équipe de SOA, quand même, je pense que si elle arrive à cette qualification-là, il faut quand même compter avec elle pour pouvoir sortir quand même des matchs de poule. C'est pour cela que j'ai dit que pour les représentants ivoiriens, il y a de réelles chances qu'ils sortent des phases de poule. Maintenant, quant au match à coopérer, ça va être une autre paire de Alors, manches. Paul Blesson, quels sont les atouts dont dispose la société omnisports de l'armée? Les atouts, c'est d'abord, j'allais dire, la motivation de mieux faire. C'est justement ce qu'a dit Koulibaly, Seydou, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, le handball masculin est en train donc de vouloir prouver qu'on peut compter avec lui. Vous saviez, lorsque nous sommes allés en phase éliminatoire à Niamey, heureusement, c'est les garçons qui se sont qualifiés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à chaque fois, on a toujours pensé qu'ils sont les moins forts, ils ne sont pas bons, il ne faut pas qu'ils sortent, mais ils sont piqués dans leur orgueil. Aujourd'hui, ils veulent prouver. Dans la poule qui est la leur, lorsque vous regardez, effectivement, il y a 2 équipes du Maghreb. Je note bien 2 équipes du Maghreb parce que dans la compétition masculine en Afrique, le Maghreb fait taille toujours la part du lion. Donc vous avez Alexandria, une équipe d'Égypte, qui reste la 3e équipe d'Égypte dans cette compétition. Il y a d'abord Al-Ali, il y a le Zamalek de l'autre côté, et puis Alexandria, elle va être la 3e équipe. Quand même, c'est quelque chose d'important et que nos équipes qui aujourd'hui ont envie de prouver peuvent vraiment faire un jeu qui puisse leur permettre de garantir toutes leurs chances. Parce que déjà, avec, comme a dit tout à l'heure Seydou, le forfait de la JSK, la RDC, et donc il reste 4 équipes. Il suffit donc de tenir une bonne préparation, d'avoir une belle motivation, créer une vraie dynamique de victoire pour que cette équipe de la soit quand même, qui a des chances, j'allais dire, très réduites par rapport à l'équipe de l'Africa. Pas trop d'expérience quand même, cette équipe. Manque d'expérience, c'est vrai, ça je suis d'accord avec vous. Et ça c'est important dans les compétitions de haut niveau. L'expérience compte toujours, mais je pense que c'est surtout la volonté. Le mental donc, de cette équipe peut nous permettre d'espérer. Nous avons vu ici battre l'équipe du Resta avec toutes les difficultés dans une finale inédite, avec des prolongations. Je pense que c'est une équipe qui est capable donc de mériter une qualification. Vous y croyez, hein, vous? Comment? Vous croyez, hein? Je crois, parce qu'il ne faut pas... Je suis d'abord manager général de la fédération. Je sais, j'en ai parlé avec le président de la fédération. Il faut, cette équipe a pris déjà les dispositions pour se retrouver à Yamoussoukro, pour se préparer dans de meilleures conditions. Donc, c'est vous dire que les dirigeants de la SOA, les encadreurs techniques et les athlètes eux-mêmes sont conscients donc, de la difficulté et ils ont décidé d'aller se préparer dans des meilleures conditions. Les 3 matchs donc, du championnat, c'est-à-dire ils vont jouer le dernier match, le dernier match de poule le samedi prochain. Ils vont aller aux demi-finales. On va jouer les finales certainement contre le Resta. Je suis persuadé que ça fera 3 matchs sérieux de Coupe d'Afrique, de niveau de Coupe d'Afrique. Alors, monsieur Kwaku Anoki Anselme, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, vous êtes l'entraîneur de la société omnisports de l'armée. Dites-nous, est-ce que quand vous avez jeté un coup d'œil en ce qui concerne votre poule, vous avez eu peur ou bien vous vous êtes dit que cette fois, je vais pour jouer la finale? Bien. Avoir peur, c'est un peu trop dit parce que la préparation que nous sommes en train de faire présentement avec les jeunes gens de Beau-Fils, donc nous partons à cette compétition-là avec vraiment de véritables chances de pouvoir passer déjà les phases de poule et puis aller au quart de finale pour jouer tous les matchs comme des finales. Alors, vous connaissez un peu vos adversaires, hein? Vous connaissez l'équipe de JSK, Alexandria, HC Police. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Non, fort heureusement, nous sommes logés dans une poule plus ou moins abordable parce que nous sommes avec l'équipe d'Égypte qui est 3e au niveau de l'Égypte, c'est-à-dire Alexandria. Heureusement, nous ne sommes pas avec Zamalek ou bien Al-Ali. Ça, c'est déjà bon à prendre. Mais malheureusement, nous sommes tombés avec le pays organisateur, le Maroc.
Qui dit pays aspirateur, on sait un peu ce que ça veut dire. Mais nous sommes en train de s'armer moralement et physiquement afin de pouvoir faire quand même une campagne honorable pour représenter le pays. Est-ce que le manque d'expérience de vos athlètes ne va pas jouer un peu sur vous ou contre vous? Bien, le manque d'expérience de mes athlètes, je peux dire, fort heureusement, j'ai quand même une bonne partie qui vient des Jeux africains où ils se sont bien comportés. Ils sont arrivés au quart de finale. Malheureusement, ils sont tombés sur un géant d'Afrique, à savoir l'Égypte, qui nous a éliminés. Mais ils ont quand même bien appris aux Jeux africains. Donc, dire une expérience de mes athlètes, je ne dis pas forcément qu'ils sont inexpérimentés, mais nous partons à cette compétition-là avec vraiment de réelles chances de pouvoir passer les phases de poule. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Kwaku Anoki Anselm. Vous êtes donc l'entraîneur de la Société omnisport de l'armée. On vous souhaite en tout cas beaucoup de chance pour cette campagne. Merci pour votre participation. Messieurs, on va parler rapidement des autres poules. La poule A, on a Al-Ali, le Stade Mandji, Ittihad, ensuite Wydad et AC Police. Est-ce que vous pensez, dans ce groupe, qui vous voyez tout de suite? Oh, il y a l'ogre Al-Ali qui est là. C'est quand même la première équipe d'Égypte. Et puis, bon, pour les autres équipes, je ne les connais pas pratiquement bien, mais je pense que, à y regarder de près, on pourrait citer le Wydad de Casablanca. Avec Al-Ali. Oui, Al-Ali, c'est quand même le finaliste malheureux de la dernière édition de ce championnat d'Afrique. Donc, je pense que c'est une des équipes bien connues sur le continent et qui part avec les faveurs des pronostics. Donc, Al-Ali, il n'y a pas de problème. Mais je pense que derrière, ça va être un peu serré parce qu'il faut compter avec des équipes comme le ABC Police et puis surtout Al-Ittihad. Je pense qu'il faut... Saïd Akouri, votre réaction? Je pense d'abord que Al-Ali est d'abord un favori et ensuite le Wydad qui joue quand même à domicile. N'oublions pas que le fait de jouer localement sur ces terres était quand même un avantage avec le public, l'environnement que vous maîtrisez. Donc je prends pour le niveau les Al-Ali et Wydad du Maroc comme pour moi favoris de cette poule A. Mais il faut dire que dans l'ensemble, avec les installations et les infrastructures, les Maghrébins ont quand même une longueur d'avance sur les autres pays africains. Allez-y, Paul Besson. Comme l'a dit Dakouri, c'est ça le problème aujourd'hui. Et la différence est nette entre les équipes du Maghreb et celles de l'Afrique au sud du Sahara. Mais ces derniers temps, il faut voir les progrès qui ont été réalisés au sud du Sahara. Pour une équipe comme celle du Gabon, il faut compter avec elle. À la dernière compétition, ils ont terminé dans le carré. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est constellée donc, de jeunes. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été et je connais un peu le niveau actuel donc, de l'équipe du Gabon. Mais il faut compter avec les deux équipes, donc l'équipe de Libye et l'équipe du Maroc, qui sont certainement des équipes du Maghreb qui ont certainement des atouts meilleurs que les équipes au sud du Sahara. Alors, c'est Dakouri, la poule B, on a Club africain de Tunis, Zamalek Égypte, Borno du Nigeria et puis Nishma Club du Liban. Du Liban De Libye plutôt. Comme vous voyez, dans cette poule, il y a 3 équipes maghrébines et une équipe du Nigeria. Avantage encore vis-à-vis des équipes du Maghreb, mieux structurées, plus professionnelles et plus enclins au haut niveau, car habituées à jouer avec des équipes professionnelles. De l'autre côté, vous avez Bordeaux du Nigeria qui est sûrement une équipe professionnelle, mais le niveau des Maghreb est quand même légèrement supérieur à ceux de nos pays de l'Afrique au sud du Sahara et même de l'Afrique de l'Ouest. Et donc pour moi, en priorité, je commencerai par l'ancienneté, premier Zamalek comme favori, et ensuite deuxième, l'équipe de Tunisie et club africain. C'est plus facile, hein? Ah oui, non, parce que ce sont les équipes les plus structurées, les plus professionnelles et qui ont un groupe homogène qui évolue ensemble depuis un certain temps où il n'y a pas de cassure dans l'évolution de l'équipe. Alors, on va parler donc de l'Espérance de Tunis, FAP du Cameroun, Naja United et puis Interclub. Dans le groupe C, quelle réaction, messieurs? Oui, je pense que l'Espérance de Tunis n'a pas été gâtée par le tirage au sort quand même, parce que quand on a le FAP, on a Niger United et puis on a Interclub.
Je pense que contrairement au club africain, qui est le champion en titre et qui sera confronté aux Amalek dans la poule B, je pense que l'Espérance de Tunis n'a pas été gâtée par le tirage au sort. Ça va être une des poules un peu serrée. C'est vrai que l'Espérance de Tunis a un avantage par rapport aux infrastructures, par rapport à la régularité, la présence sur la scène africaine et puis l'homogénéité de son effectif. Mais il faudra compter avec les Camerounais et les Congolais. Paul Bresson. Je crois que c'est la deuxième place dans cette poule qui est en jeu. Sinon, la première, elle va être assurée par l'Espérance de Tunis, qui sont habitués, comme toutes les équipes du Maghreb, à ce genre de compétition de très haut niveau. Bon, le FAP arrive certainement en challenger, mais il faut compter avec les équipes du Niger, qui, elles, ne se laissent pas complexer, et l'Interclub du Congo aussi, qui sort de la dernière compétition. Je crois que la deuxième place va être âprement disputée. Voilà, messieurs, on a parlé donc de ce tirage au sort dans la première partie donc, de ce numéro de troisième mi-temps. Je vais vous laisser le temps de respirer un tout petit peu et puis on va parler donc de ce qui aujourd'hui est d'actualité au niveau du handball. Il s'agit des nouvelles règles mises en jeu par la Confédération africaine de handball qui a ses inconvénients et puis ses avantages, mais qui suscite aujourd'hui beaucoup de questions. On va s'interroger dans quelques minutes seulement. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Et donc, la Confédération qui a un nouveau système de qualification des joueurs. Paul Blesson, dites-nous, qu'est-ce que ça renforce ce nouveau système? Nous savons que ce qui avait été dit, c'est que maintenant, quand une équipe est qualifiée pour ce type de compétition, elle est libre de choisir de prendre ou de recruter 2 athlètes sur le plan local et ensuite 2 athlètes sur le plan international pour renforcer son équipe. De quoi il s'agit exactement? Oui, Sébastien, vous faites bien de poser le problème. Il faut le comprendre. Hein. Vous savez, une compétition, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une compétition. Une compétition, c'est d'abord une épreuve d'évaluation. Et puis, elle a des objectifs. Donc, si la Confédération africaine de handball a trouvé ce procédé de renforcer les équipes, je pense que si vous interrogez la Confédération, elle peut vous dire pourquoi elle arrive à ce stade. Parce qu'il faut regarder une structure comme la Confédération, elle a, en plus du développement à assurer pour le continent africain, elle a également le devoir de trouver des récompenses réelles pour pouvoir également récompenser les meilleures équipes, les meilleures formations où les gens font beaucoup d'efforts. Et pour trouver donc cet argent, pour trouver donc de l'argent, des moyens donc, pour faire cette politique, il faut donc vendre les compétitions. Et on ne peut pas vendre n'importe quoi, on doit vendre quelque chose qui a de la qualité. Je pense que cela a un peu milité dans le sens de renforcer les équipes afin d'avoir des spectacles de haut niveau. Parce qu'en dehors de l'aspect spectacle, il faut regarder après les objectifs au niveau du marketing, il faut regarder au niveau de la recherche donc, des moyens pour pouvoir aider au développement et à arriver à intéresser beaucoup d'annonceurs pour pouvoir donner des moyens. Est-ce que vous êtes manager de la Fédération ivoirienne de handball, est-ce que vous avez été surpris non, quand la CAF a pris cette décision? Non, nous ne sommes pas surpris. Nous savons que ça va faire peut-être même, j'allais dire, un peu moins de 10 ans qu'on joue comme ça. Seulement, ces derniers temps que les équipes au sud du Sahara, comme Abidjan et Africa Sport, se sont mêlés, se sont prêtés au jeu. Sinon, c'est quelque chose qui a existé depuis un certain temps. Donc, les équipes du Maghreb, elles ont toujours fonctionné comme ça. Et nous avons, considéré que ce n'était pas bon pour nos équipes nationales et tout ça. Donc, on a toujours fonctionné avec les locaux. Et la réalité a fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se mettre à ce jeu, de se soumettre à ce jeu parce que nous savons aussi qu'on peut faire la même chose chez nous. Nous savons aussi qu'on peut trouver également des moyens pour intégrer des joueurs de haut niveau et pour élever également le niveau de nos compétitions. Alors, monsieur Assemia est avec nous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, M. Sébastien. Alors, M. Assemia, vous êtes donc chef de département sport à la Confédération africaine de handball. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce nouveau système? Merci, M. Sébastien. Alors, ce qui a motivé à l'adoption de ces dispositions, c'est la recherche de l'attractivité de la compétition. Et puis, il faut que nous relevons le plateau du handball. Voici les objectifs qui guident cette disposition. Relever le plateau et permettre que des annonceurs puissent être intéressés au spectacle handball. Alors, est-ce que tous les clubs, toutes les fédérations ont adhéré à votre politique? Bien sûr, puisque c'est une disposition qui a été adoptée au congrès de Doha, au Qatar. Donc, on avait pratiquement 52 fédérations présentes qui ont adopté sans problème. Dites-moi, est-ce que vous avez pensé aux clubs qui n'ont pas de moyens? Comment ces clubs vont faire pour se renforcer et aller affronter les tout-puissants comme les clubs du Maghreb et puis les clubs de l'Angola? D'accord, justement. S'il faut que nous puissions aider les autres clubs à relever leur niveau pour qu'à la table de la compétition, on ne puisse pas dire que bon, soit Al-Ahly est déjà champion. Je crois que c'est un objectif à chercher à atteindre. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. La formule est déjà connue, on le sait, mais est-ce que vous ne favorisez pas honnêtement les équipes les plus riches dans ces compétitions-là? Ah, bien. Vous savez que vous êtes à une compétition de haut niveau. Donc, s'il y a des moyens faibles, c'est déjà un handicap pour l'équipe. Donc, dans tous les cas, sachez qu'au haut niveau, c'est les moyens qu'il faut. Donc, nous ne raisonnons pas comme ça, mais nous pensons que nous devons, pour ceux qui partent à la compétition, puissent avoir aussi des éléments, des arguments pour contester la suprématie des grands. Deuxième question, monsieur. Je veux bien comprendre que c'est pour qu'il y ait de l'attrait au niveau de ces compétitions que vous avez pris ces règlements. Maintenant, si tant est que c'est pour attirer du monde et des sponsors sur la compétition, autant organiser des compétitions entre les équipes nationales simplement. Et comme ça coûtera moins cher peut-être pour les équipes nationales. Bon, j'avoue que la communication est assez mauvaise, donc je ne vous ai pas très bien saisi. Si vous pouvez reprendre. Alors, ce qu'il voulait, il veut savoir pourquoi vous n'organisez pas ça au niveau des équipes nationales. Pourquoi vous n'appliquez pas ce schéma pour les équipes nationales? C'est beaucoup plus facile à supporter. Ah, au niveau des équipes nationales? Oui. Difficilement supportable, vous voulez dire? Facilement supportable là-bas. Non, mais dans tous les cas, au niveau des équipes nationales, ça s'impose. Si la Côte d'Ivoire a des joueurs à l'extérieur, ils peuvent venir sans problème. Donc au niveau des équipes nationales, il n'y a vraiment pas de problème. On va se retrouver l'année prochaine en Égypte. Tous les joueurs des nations qui sont qualifiés peuvent être présentés sans problème. Donc au niveau des nations, c'est surtout pour les clubs que les dispositions ont été prises. Alors, dernière question, si je crée mon club qui est qualifié pour la Ligue, la Coupe d'Afrique des clubs champions, je peux prendre 2 joueurs sur le plan national d'un autre club et puis je peux aller chercher des Japonais pour venir jouer cette compétition? Oui, justement. Alors, puisque avant ça se faisait sans disposition légale. Maintenant, donc, nous avons adopté ce texte pour être franc avec tout le monde. Donc, les Japonais peuvent venir participer dans un temps.
dans le temps de la compétition. Une fois terminé, ils s'en vont. C'est toujours dans le souci qu'un bon Japonais puisse se permettre à ce que des joueurs de Côte d'Ivoire puissent voir le grand niveau. Le public de la Côte d'Ivoire puisse voir le grand niveau de handball. Monsieur, donc, il n'y a vraiment pas de problème. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allez-y pour votre question. Bonsoir. Vous vous rappelez la coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar? Il y avait une équipe du Qatar avec 5 Français naturalisés qui ont joué contre l'équipe de France. À un moment donné, les Français même ont fustigé cela en disant que le règlement permet à des non-qataris de jouer pour un autre pays et que ça dénature complètement l'équipe nationale du Qatar. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, moi je pense que toutes ces dispositions sont votées au Congrès. Ce sont les fédérations même qui votent les dispositions. Donc au plan international, c'est l'ensemble des fédérations qui votent. Alors je pense que c'est totalement légal. Si les fédérations ont jugé bon de voter de telles dispositions, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Si demain, les mêmes fédérations trouvent que ces dispositions tuent leur sport au niveau national, ils pourront prendre d'autres dispositions. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Assémien, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Merci beaucoup. Alors, ma question vient à Paul Blesson tout de suite. Est-ce que le fait d'accepter ce choix de la Confédération africaine de handball, est-ce que vous n'allez pas pénaliser des joueurs qui vont participer toute une saison à un championnat? Parce que le fait d'autoriser 4 joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africa peut se permettre de prendre une joueuse dans l'équipe de Tanda ou même dans l'équipe de Tiasalé, et puis sur le plan international, prendre encore 2 joueurs. Ça fera 4 athlètes qui auront participé au championnat qui ne partiront pas à cette compétition. Est-ce que vous ne les pénalisez pas? Non, c'est tout à fait le contraire. Je ne peux pas dire que je vais pénaliser ces athlètes, bien au contraire. Parce que, vous savez, on est toujours à la recherche du haut niveau. On ne peut pas faire autrement. Le haut niveau, la haute compétition, on prend les meilleurs et on continue. Alors, le fait de renforcer au plan local, déjà ça se faisait, mais à la triche. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion ouvertement de vous renforcer avec 2 éléments. Ça a un avantage que vous allez acquérir 2 autres joueuses qui appartiennent à un autre club et au profit donc de l'équipe nationale. Déjà ça. Et puis bon, vous avez la possibilité d'aller chercher 2 joueuses très expérimentées pour venir relever le niveau de votre compétition. Ça aussi, ça a son avantage. Bon, moi je pense que l'un dans l'autre, tout est fait effectivement pour relever le niveau donc des compétitions africaines et ça va aider également, ça va impulser une autre dynamique également dans les clubs. Donc, je pense que cela... Je suis dans la même logique que Paul Blesson, pour la simple et bonne raison qu'il y a un exemple illustratif avec l'Africa Sport. Oui, voilà. Rappelez-vous comment l'Africa a joué la finale des vainqueurs de coupe. L'Africa avait déjà ses Camerounaises ici, Claudie Yanga et Yannick Bagnono. Mais pour la Coupe d'Afrique, pour arriver à la finale des vainqueurs de coupe, ce que l'Africa n'arrivait pas à faire depuis plus de 8 ans, l'Africa a fait appel à Mambo Elodie de Bordeaux, et Koli Guillemette qui sont venus renforcer l'Africa. Voilà. Et ça permet à l'Africa d'arriver en finale l'année dernière et être vice-champion. Ça veut dire que ces 2 professionnels venant d'Europe ont sûrement apporté la valeur ajoutée et ont vaincu le signe indien de l'Africa qui depuis 6 ans n'arrivait pas en finale. Et ça a permis à l'Africa de sortir vice-champion d'Afrique. Voilà un exemple illustratif. Sébastien, c'est vrai. La formule existe déjà depuis longtemps, on le sait. L'Africa y a eu recours, on le sait. Les Angolaises y ont recours régulièrement. D'où leur constance au niveau de ces compétitions-là. Les 2 clubs angolais font tout le temps le rappel de leurs professionnels, des joueuses expatriées. Vous pouvez nous dominer. Mais ça, on parle d'attractivité de la compétition. Je trouve pour moi ça aberrant parce que c'est carrément favoriser les clubs les plus riches. Le Petro et le Primero d'Angola planent sur le handball africain. À un degré moins des équipes, les clubs égyptiennes, marocaines, etc. Voilà, on parle d'1 500 000 francs et plus pour la qualification d'une joueuse. Alors nous l'avons en ligne. Maître Aïe, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Sébastien. Alors, Maître Aye, vous êtes le secrétaire général de la Fédération ivoirienne, non, le vice-président, excusez-moi, de la Fédération ivoirienne de handball. Vous êtes au courant de cette nouvelle décision prise par la Confédération. Est-ce que vous avez partagé cette décision, vous? Bien, c'est une décision qui a été prise de façon concertée. C'est une décision qui a été prise de façon concertée parce que en Côte d'Ivoire, on n'avait pas compris l'opportunité de la décision. Bon, parce qu'il y avait des querelles internes, bon, on n'admettait pas que les équipes se renforcent avec des athlètes des autres clubs. Mais ailleurs, ça se faisait. Ailleurs, ça se faisait. Donc, la CAB a trouvé, en collaboration avec l'IHF, eh bien, le moyen de régulariser cette pratique. Alors, dès lors que ça a été régularisé, on a expérimenté la formule avec l'Africa qui allait à Libreville, avec des athlètes ivoiriens évoluant en France. L'Africa est arrivé en finale. C'est donc bon à prendre pour notre pays. En même temps, ça nous permet de bien prendre et d'apprécier une pratique qui se faisait bien dans les autres pays. Alors, Maître Aye, je vous ai entendu, je vous ai compris. Moi, j'ai une inquiétude. Peut-être que c'est à mon niveau seulement. Est-ce que la fédération, qui déjà a des soucis pour aider les clubs, comment vous allez faire pour aider l'Africa ou la Société omnisport de l'armée à se renforcer pour aller à cette compétition? Bien, pour l'Africa, ça s'est déjà fait. Je pense que l'expérience s'est montrée très positive avec une équipe de l'Africa qui arrive en finale dans une compétition où il y avait le Petro et le Primero. Donc, c'est la preuve que l'apport de nos professionnels a permis à l'Africa de transcender la suprématie, la dite suprématie de l'Angola, qui permettait à l'Africa de se retrouver en finale de la Coupe d'Afrique à Libreville. Avec le reste, il est clair que si la fédération veut aider le RSA, ce sera avec les moyens que le RSA aura. Avec la SOA. Il faut savoir qu'il y a avec la SOA. L'appui avec les athlètes nationaux et les athlètes hors continent. Il y a la question du coût de la qualification des athlètes hors continent. Il s'agit de savoir si le reste aura les moyens. La Société omnisport de l'armée. La Société omnisport de l'armée de Côte d'Ivoire qui va au prochain championnat d'Afrique au Maroc, oui, devra avoir les moyens de s'attacher les services d'athlètes hors continent. Moi, mon souci, quel va être l'apport de la fédération? Qu'est-ce que vous allez donner au club pour pouvoir se renforcer? C'est ça, moi, mon souci. Oui, mais déjà au niveau de la fédération, il faut regarder le championnat que nous faisons au plan national pour permettre à des athlètes qui sont dans des clubs qui n'ont pas le niveau des compétitions internationales, mais qui eux-mêmes, par leur valeur intrinsèque, transcendent déjà le niveau national, de pouvoir s'exprimer dans ces compétitions pour exprimer toute la plénitude de leurs moyens. Vous avez un enfant comme Conan Carl Olivier, je donne cet exemple à tout banalement, qui évolue à Benjerville en Côte d'Ivoire. Bon. C'est un athlète qui se retrouve dans le championnat de France aujourd'hui. Alors, si ce joueur était encore à Benjerville... Maître Aye, oui? Je pense que vous ne répondez vraiment pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Et j'ai compris que le message que vous passez, c'est que vous partagez entièrement la décision de la Confédération africaine de handball, puisque cette décision a été donc une affaire de toutes les fédérations de handball. Je suis d'accord avec vous. Nous étions inquiets, mais comme au niveau de la fédération, il n'y a pas d'inquiétude, on espère que vous allez trouver les moyens
pour aider la société omnisport de l'armée, pour aider l'Africa Sport, parce qu'il est maintenant question de se mettre au même niveau que le Petro d'Angola, que Primero, que Alali et autres. En tout cas, félicitations à la Fédération de handball et merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Merci beaucoup. Oui, Sébastien, moi je ne partage pas pratiquement l'avis du responsable de la Confédération africaine de handball, oui, de la Confédération, quand il dit que c'est pour rendre un peu le championnat attractif. À mon avis, je pense que cela va contribuer à tuer le handball. À tuer le handball et non à le rendre attractif. Parce que prenez une équipe qui recrute 2 joueuses d'une autre équipe pour venir se renforcer, qui va prendre 2 étrangères, ça fait déjà 4. Supposons que ces 4 joueuses-là soient des titulaires. L'équipe aura 3 joueuses seulement sur le terrain. Donc supposons que l'Africa se renforce de cette façon et gagne la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est l'Africa qui a gagné le championnat de Côte d'Ivoire, qui est parti à la compétition africaine, qui est devenu champion d'Afrique? Je ne le pense pas. Et je pense que cela va encore jouer un peu sur les sélections nationales. Je pense que c'est une formule un peu hybride. Ce que la Confédération africaine aurait dû faire, c'est ce que, par exemple, la Fédération européenne fait, c'est-à-dire au niveau du handball. C'est-à-dire que les clubs ont le droit de prendre des étrangers. Mais ces étrangers-là jouent le championnat régulièrement. Le Paris Saint-Germain a par exemple recruté des Danois et autres, tout ça. Mais ils jouent le championnat français et ils participent à la Ligue des champions avec le PSG. Donc en ce moment, c'est le PSG, c'est l'identité du PSG. Donc je pense qu'on aurait pu calquer un peu sur le football, dire par exemple, vous avez droit par exemple à 4 étrangers ou à 4 étrangères dans votre équipe et vous jouez le championnat avec eux, vous jouez la Ligue des champions avec eux. Peut-être même si on veut, on dit bon, vous avez droit à 6 étrangers pour jouer la Ligue des champions, vous jouez la Ligue des champions avec eux. Mais venir seulement pendant une période de 2-3 semaines, recruter des joueuses pour jouer une compétition juste 2, 3, 4 semaines pour dire on veut l'attractivité, je pense que cela même dénature même le fondement du club. Allez-y, Saïd Akouri. Moi, je dis une chose. Avant tout, il faut reconnaître un club est une association privée. Comment l'Africa fait pour participer à des compétitions internationales? On a vu ici la tutelle ne pas donner des moyens à l'Africa. Et Pablo Gogua, le président, a trouvé des moyens additionnels pour amener l'Africa à un haut niveau. Regardez la dernière compétition où il va en finale. L'Africa est partie en finale grâce à ses moyens. C'est au retour que la tutelle a pensé à rembourser à l'Africa. Une association privée demeure une association privée. Elle n'a pas. À partir de ce moment, c'est Pablo qui fait rentrer Mambo Elodi de Bordeaux et Kouy Guillemette. Donc à partir de là, quand le président Zinsou faisait venir beaucoup de joueurs ivoiriens, beaucoup de joueurs étrangers, on appelait l'Africa Afrique de l'Ouest. Mais pensez-vous que ça n'a pas élevé le niveau du championnat ivoirien? On a vu ici Joseph-Antoine Bell. Non, ce n'est pas le même schéma. Maintenant, ce que je veux dire, s'il y a un règlement qui permet une attractivité dans un temps ponctuel, qui permet un résultat, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Parce que, comme on le dit, ça a été une décision concertée. Si d'aventure, il y avait... ils n'étaient pas d'accord, ils allaient le dire. Voilà. Soit les fédérations qui ont décidé. Oui, Sébastien, moi je veux encore dire et désapprouver formellement cette formule, cette façon de qualifier les joueurs, qui est pour moi aberrante. Et la question que je posais à votre premier interlocuteur, je lui demandais, mais si tant est qu'on recherche l'attractivité de la compétition, autant engager régulièrement les équipes nationales qui ont tous les joueurs, qui peuvent prendre des joueurs qui jouent en France, qui jouent en Zambie, qui jouent partout, pour organiser les compétitions, les championnats d'Afrique régulièrement, au lieu d'engager les clubs qui n'ont pas de moyens. On peut me dire, oui, on l'a fait, parce qu'il y a des clubs qui trichaient. Maintenant qu'on l'a découvert, on va le légaliser. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer. Merci beaucoup. Allez-y pour votre intervention. Oui, je pense que je ne suis pas entièrement d'accord, même pas. Je ne suis pas d'accord avec Aimé et avec Seydou, parce que je ne comprends pas véritablement le problème. Monsieur Seydou, il parle que ça va peut-être dénaturer. Non, vous savez, l'effectif qui va à une compétition africaine au handball, c'est 18 athlètes. 18 athlètes. Là-dedans, vous avez seulement 2 joueurs étrangers, c'est-à-dire hors de votre championnat. 2 sur 18. Sinon, l'arrangement interne, le prêt interne, mais ça profite toujours à l'équipe nationale.
Ça donne plus de chance à l'autre club qui prête ces 2 joueurs. Maintenant, quand j'écoute Aimé, mais écoutez, où vous avez vu le sport de haut niveau sans moyens? La compétition de haut niveau, il faut avoir des moyens. Voilà. On ne peut pas faire le sport de haut niveau si on n'a pas les moyens. Juste une petite question. Oui. Si la Côte d'Ivoire, je prends juste un exemple, hein. Si nous sommes habitués à ce schéma, oui, lorsque nous serons qualifiés pour aller jouer la Coupe du Monde, oui, est-ce qu'on y va avec des joueurs qu'on va aller chercher ailleurs? Attention, là maintenant on se concentre avec les joueurs d'ici. Non, les équipes nationales, oui, c'est une affaire de nation. Alors que ça n'a rien à voir avec les clubs. Ce que nous voulons dire, oui, c'est qu'un championnat, oui, doit se jouer avec les joueurs qui participent régulièrement au championnat sur le plan national. C'est-à-dire, oui, que l'Africa a eu une équipe, oui, qui a commencé le championnat toute une saison. C'est cette équipe qui doit aller au championnat d'Afrique, qui sort vainqueur. On dit voici le vainqueur. Mais si à la date indiquée, l'Africa doit aller chercher des athlètes ailleurs, oui, pour venir remporter, dit que... Mais écoutez, là, M. Sébastien, je pense qu'il faut respecter une structure comme la Confédération. Elle n'a pas fait ça au hasard. Elle a bien des objectifs qui ont été bien précisés tout à l'heure. Donc là où je ne suis pas d'accord avec Aimé qui parle d'aberration, j'ai dit non, le mot est trop fort. Parce que la Confédération africaine de handball, elle sait où elle va, elle sait pourquoi. Voilà, à un moment donné de sa vie, elle a souhaité faire ça. Messieurs, merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Nous vous avons largement écouté. C'est la passion. Je pense que nous avons eu des idées assez partagées ici. Chacun a eu ses idées. Eh bien, nous remercions tous ceux qui ont participé à ce numéro de 3e mi-temps. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont passé de bons moments et c'est comme ça que nous allons toujours vous donner beaucoup de plaisir. Nous souhaitons toujours beaucoup de chance au sport ici en Côte d'Ivoire. Bonne suite au programme sur les antennes de la RTI, surtout sur RTI 2. Rambo, efficace, économique et parfumé.